En 1980, alors 79, quand je suis arrivé à Racine, je laissais le camp Les Cèdres. Puis est arrivé un événement important dont j'ai retrouvé des traces récemment. C'est que la population de Racine, il y a 53 personnes. Quand ils ont su que je partais du camp, qui avaient écrit un document pour dire qu'ils regrettaient mon départ. Il y a 53 personnes, dont la moitié sont décédées, qui avaient, je pense que c'est Gaston Arès qui avait lancé ça, mais c'est que les gens avaient noté vraiment que j'étais déjà intégré dans le village. Par la balle molle pour commencer, et puis par beaucoup de contacts que j'avais fait avec la population dans le temps. Alors, je suis allé rester à Maricourt 1 an, ou presque, puis je suis revenu à Racine parce que j'avais acheté la maison à Fred-Fontaine. 1979 à 1923, ça fait 44 ans. J'ai 88 ans. Ça veut dire que j'ai passé la moitié de ma vie à Racine. C'est quand même pas banal. Puis en plus, 44 ans, marquez bien ça, des fois, on perd la notion de l'histoire. Et 44 ans, c'est exactement le tiers de la vie de Racine. Bonsoir Gaston. Bonsoir. Alors ce soir, c'est le lancement du 4e livre. Oui, c'est un tout petit lancement dans la mesure où la population n'a pas pu être avertie. Mais ce qui était passionnant ce soir, c'est que c'est les amis les plus fidèles que j'ai à Racine, ou à peu près. Alors ça a été, puis il y avait mon frère, ma sœur qui sont venus aussi. J'étais très ému et très heureux par les témoignages, vraiment. Bonsoir tout le monde. Pour venir à Gaston, je me souviens vaguement que quand Gaston est arrivé à Racine, c'est vague, peut-être parce que j'étais trop jeune. Là. Je me souviens par contre de certaines personnes le trouvaient envahissant pour un nouvel arrivé de la ville. Mais on peut dire que ce fut un envahissement très important pour la population de Racine. Un petit retour dans le temps. Tous ceux qui habitaient dans la région en 2000 se souviennent, non pas du bug de l'an 2000, mais des travaux de mise à niveau du réseau d'égouts et d'aqueducs au village. Okay. Suite à cette année difficile, surtout pour les commerces, le conseil municipal de l'époque cherchait une façon d'attirer les gens à Racine pour leur permettre, surtout aux commerçants, de reprendre un petit peu ce qu'ils avaient perdu durant le temps des travaux, parce que c'était difficile d'avoir accès au commerce durant cette période-là. Le Conseil a alors fait part de leur attente au comité de coopérative de développement, présidé par qui? Gaston. De ce comité est sortie l'idée d'organiser une fête au village afin d'attirer des gens au village et en même temps favoriser les artisans de la région. Les fêtes du terroir étaient nées pour les 9 prochaines années. On peut dire que l'objectif du départ a été réalisé. En passant, je crois que les fêtes ont donné aussi naissance au marché locavore qui existe encore aujourd'hui. Devinez qui faisait partie du comité des fêtes du terroir? Eh oui, Gaston. En faisait partie, il était très impliqué au niveau de l'organisation, mais surtout au niveau de l'aménagement des lieux. On voyait arriver Gaston avec sa vanne, chargé d'outils et de matériaux afin d'aider les bénévoles à l'installation des toiles pour faire le nécessaire, pour faire le plancher sous le chapiteau, transporter différents équipements nécessaires au déroulement de l'activité. Je pourrais en nommer encore beaucoup, mais comme dans la plupart des comités dont il a fait partie, il a toujours investi beaucoup de son temps et même de matériaux provenant de son atelier. Une des grandes qualités de Gaston, il est toujours disponible. Je pourrais en nommer d'autres, mais je vais arrêter, j'ai peur de trouver des défauts là-dedans.
Un gros merci à Gaston pour tout ce que tu as accompli et que tu continues d'accomplir pour la communauté. Merci, Gaston. Moi, je suis une fière collaboratrice de Gaston à la Brunante. Depuis 2010, on partage beaucoup de projets, puis on s'organise, puis on essaie de faire le maximum de ce qu'on peut pour que les gens soient bien heureux dans la place. Mais moi, je suis ici pour vous parler de Gaston en particulier. Gaston, c'est un homme qui aime les gens, respecte les aînés, puis voit les aptitudes, les habiletés des autres, il demande de l'aide aux besoins, mais toujours en donnant comme une espèce de valorisation à la personne. Gaston aussi a une grande facilité à passer des messages clairs. Il se passe quelque chose, un événement, un petit conflit. Il va, explique à tout le monde, ne pointe personne, mais explique clairement le pourquoi qu'on ne devrait pas faire ça, puis qu'est-ce qui est le mieux en communauté. Vraiment très clair et précis, et le monde l'écoute religieusement. Pardon, oui. Ah oui, c'est ça. Il y a beaucoup de pratique. Donc, il passe les messages, explique les consignes, puis intervient même dans des situations difficiles. Puis là, je vous avoue que nous deux, c'est ça qu'on trouve le pire. Des fois, des situations difficiles, puis qu'il faut intervenir, mais c'est un champion. Donc, c'est un grand homme. Puis pas juste en grandeur physique, c'est un grand homme. Donc, merci Gaston d'être présent dans ma vie, avec amitié. J'ai fini par être tellement adopté par les gens de Racine que je suis resté ici. Puis là, il y a eu une maison à vendre. Je compte ça, c'est spécial. Il y a eu une maison à vendre à Racine. J'avais pas un sou. J'étais pauvre à zéro. Pas de dette, mais zéro. Mais j'avais ciblé une maison, qui est ma maison actuelle. Puis c'était Fred Fontaine, que tout le monde a connu, à qui la maison appartenait. Puis il m'a vendu la maison à crédit zéro cash. Incroyable, hein? Incroyable. Alors, je suis resté là, j'ai payé ma maison, j'ai réparé ma maison, puis je reste là depuis 1979. Quand je suis arrivé à Racine, les gens me connaissaient. Ma première tâche, ça a été d'être responsable de la construction du centre communautaire. Puis là, j'ai eu un choc. Parce que j'ai été tout de suite placé en situation d'un milieu qui s'entraidait. Quand on a bâti ça ici, ça a été presque tout construit en corvée. Parce qu'il y avait un menuisier, mais il y avait aussi une certaine Lucie Lébert. Puis quand on construisait, je regardais ce qu'il y avait à faire le lendemain. Je lui disais, demain, j'ai besoin de tant de personnes de tel type. Le lendemain, si j'avais besoin de 6 personnes, je l'avais. Puis quand ça a été de même toute la période de construction du centre. Puis je me souviens d'un événement particulier, c'est que quand on fallait monter les chevrons. Les chevrons ici, là, c'est pas les chevrons de bicycle, là. C'est quand même des choses assez grandes avec 2 étages. Puis j'avais fait venir une grande grue à l'autre bout ici. Puis il y avait, comment ils s'appelaient, les frères Beaulac. Les frères Beaulac, il y en avait un qui coupait, puis l'autre qui travaillait en dedans. Puis moi, j'avais fait venir la grue pour 2 jours. C'était une grande machine, là. Le samedi midi, on avait fini. Une demi-journée. Puis le samedi soir, on a renvoyé la grue, mais tous les trosses étaient posés, toute la forêt s'était posée, puis tout le plywood était posé. Et là, je me suis dit, puis je me souviens très bien de ça, Colin, je vais avoir du fun ici. Puis je peux dire, après 40 ans de travail, que j'ai eu du fun. Parce que les choses que nous avons entreprises, on a comme pris l'habitude de les réussir, ensemble. Moi, je répète ça tout le temps, c'est quand j'ai travaillé pendant longtemps dans 10 000 personnes, ultra pauvres, chômeurs, etc., cités sociaux, les gens maganés. Et à un moment donné, j'ai réalisé, moi je venais d'un monde agricole où on était pauvre, mais on était puissant.
on avait des projets, etc. Alors là, c'est qu'en arrivant là, tout le monde était impuissant. Et puis j'ai fini par être tout près de m'en aller. Puis à un moment donné, je marchais dans la rue, juste parce que j'avais des jambes pour bouger, mais dans ma tête, ça brassait. Puis tout à coup, il est venu un déclic majeur. Je ne pourrai jamais aider quelqu'un si je suis pas capable de le respecter. Et là, je me suis mis à chercher chez tous les individus une base pour mon respect. Et ça a changé ma vie et j'ai toujours travaillé avec ça. Ça veut dire que tu découvres les forces et là, tu regroupes les forces. Il est bon là-dedans, elle est bonne là-dedans. Et là, c'est que tu ne traites pas les gens, tu ne les regroupes pas selon leurs déficiences, tu les regroupes en mettant en commun leurs capacités. Leur force. Et c'est là qu'on construit le monde. Je trouve ça vraiment le fun que vous soyez là puis que je vous partage le bonheur que j'ai eu de vivre cette expérience-là pendant 10 ans avec la même gang. Puis c'était un drôle de projet, hein, parce que c'est pas un projet d'animation, c'est pas un projet... c'est un projet de contestation. On a fait un groupe de pression pour du verre recyclé à 100%. C'était quand même prétentieux. Bien, je le mets au passé parce que vous allez voir à la fin de l'histoire. Hey, en passant, il m'a donné une belle mission. J'ai à présenter 10 ans en 5 minutes. Ça va débouler en tabarouette. C'est bon. Alors, je vais essayer de prendre l'exemple sur toi. Puis, comme groupe de pression, je peux vous dire les principes qui nous ont guidés dans les groupes de pression, c'est tout comme ça. Ça s'appelle les 3 saints. S'indigner, s'informer, puis s'impliquer. Puis ça va me permettre de vous passer rapidement, en 4 minutes maintenant, comment ça s'est passé. Ça s'est passé grâce à Mariette et la FEAS, qui nous amènent une gang en bas, mais on était une 60aine dans la salle. Hein? Puis là, on nous présente un documentaire, mais vraiment une affaire inacceptable. Ça s'appelle La Poubelle Province. Y en a-tu qui l'ont vu ici? Vous l'avez à peu près tout vu? Si vous ne l'avez pas vu, il est sur YouTube encore. Écoutez, le choc était tellement fort qu'à un moment donné, on s'est dit, toute la gang, il faut qu'on aille checker parce que c'est charrier. Ça n'a pas d'allure qu'on soit si polluant que ça, puis ça se peut pas qu'on perde tout notre verre. Et là, on s'est mis à visiter. On a fait comme des champs. On voulait pas le craire, on voulait le voir. Puis là, on est parti, puis on a fait des choses que les fonctionnaires n'ont pas le temps de faire, ou les élus n'ont pas toujours le temps de le faire. Et là, on est rentré d'abord à Récupestrie, ici, notre centre de Triano. 3 visites. Puis là, on est tombé sur le derrière parce que Mme Sepa Salary, la directrice, savez-vous qu'est-ce qu'elle nous a dit? Ça serait bon de faire un projet pilote de conteneurs pour ramasser le verre parce que j'en veux pas dans mon centre de tri. L'idée vient de là. Là, on s'est dit, ouais, c'est vraiment effrayant. Fait que là, on dit, on va suivre la ligne du verre. Y a-t-il du verre qui se perd? On sait qu'il y a du verre qui se perd. Quand ça rentre dans un centre de tri, en 2013, tout se perd. On le savait, là, 99% du verre allait dans les dépotoirs. Là, on dit, on va faire la ligne. On va rencontrer 2M Ressources. On va voir dans l'usine. Là, on a trouvé des amis. Ils étaient tellement contents de voir des citoyens assez fous pour se préoccuper de leurs problèmes, parce qu'eux autres, leur problème, c'est qu'il n'y a pas de verre. Il faut qu'ils aillent les chercher en Nouvelle-Angleterre pour faire marcher le conditionneur de M Ressources, OK? Là, après ça, on a dit, attends une minute, qu'est-ce que tu fais avec? Il dit, ça, je vends ça à Owens, Illinois, la fonderie de verre au Québec. C'est pas une petite battante, hein? Moi, dans les usines, là, c'était 600, qu'est-ce que je fais là? 3 millions de bouteilles par jour, 3,2 millions par jour. Savez-vous pourquoi ça a marché, notre affaire? C'est parce que plein de monde avec nous autres se sont impliqués, en commençant par vous, par les gens de Racine. Je ne sais pas si vous vous souvenez du party, quand on avait dit, on a besoin de quelques caisses vides pour aller porter ça devant la SAQ. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait 400 caisses qu'on avait ramassées en 4 semaines. 400 caisses. Il a fallu une vanne de 2M Ressources. Ils ont fourni la vanne. On a rempli le plancher de la vanne. Puis là, on a monté le fameux mur de la honte devant SAQ Dépôt. Soit dit en passant, c'est assez ironique, hein? SAQ Dépôt. Nous autres, on va créer des dépôts volontaires avec ça. Mais là, on a compris que
ça avait du sens, puis ça serait peut-être porteur parce que vous nous avez embarqués. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Après ça, il y a eu les fonctionnaires à la MRC. Je ne peux pas les nommer, mais Martin, qui ne pouvait pas parler fort, il nous donnait des cues. Je vais faire venir un conteneur à l'éco-centre, des choses comme ça. Il y a encore Anne Bouchard, qui nous a énormément aidé au niveau de l'information. Après ça, il y a eu, et ça on l'oublie, mais il y a eu les députés qui nous ont aidés. Karine Vallière était crinquée là-dessus. J'ai découvert à la suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, son chum travaillait dans la récupération depuis des années. Non, mais la cause réunit les gens. Fait que Karine Vallière, elle nous a énormément aidés. Elle a fait un pont avec Manon Massé, laquelle a fait un pont avec Rouba Gazal, OK? Et c'est eux qui nous ont rentrés, ben, je vais y aller assez rapidement, mon 5 minutes devait être passé, hein? Ils nous ont rentrés à ce qui est devenu quelque chose d'absolument inattendu. Ils ont invité le petit comité citoyen Opération Vert Vert à la commission parlementaire de 4 jours à Québec, devant 18 députés, les 4 partis, à présenter notre mémoire là-dessus. Puis je vais dire en toute humilité, sur les 9 recommandations finales de ce mémoire, qui étaient de nous. Dans l'implication, peut-être que ceux qui ont fait j'ai sauté un petit peu dans l'histoire, mais ils sont super importants, c'est nos maires. Les comités de citoyens, s'ils ne sont pas super à côté par leur maire, surtout quand c'est des causes de fous de même, tu sais, c'est changer une loi à Québec, ça ne peut pas marcher. Serge et Christian Massé. Christian venait avec nous à Québec. On était Gaston, Christian et moi pour la représentation du mémoire de Opération Vert Vert. Il a fait adopter l'idée qu'on avait une étude dans les mains, on l'asseyait, l'étude, puis après ça, c'est ça qui a fait qu'on a eu des conteneurs avec Christian Massé après, sur toute la MRC. Et ça, c'était historique. Parce que quand cette MRC-là est partie, on leur avait dit, vous faites quelque chose d'historique. Sherbrooke en bac, Bromont en bac, Farnham en bac. Et au moment où je vous parle, c'est mon avant-dernière information, actuellement au Québec, il y a 130 sites de dépôt à travers 17 MRC au Québec. C'est ça! On n'a pas complètement fini, OK? Je vais être franc avec vous autres. Mais on a obtenu quelque chose d'absolument incroyable parce qu'après la commission du mois d'août, le 9 septembre, il adoptait la loi 65 sur la modernisation de la consigne. Et quand elle va être appliquée, finale, en mars 2025, on aura augmenté de 5,2 milliards de contenants de verre, de plastique, de Tetra Pak et d'aluminium. C'est vraiment parti ça bol. Il y a une chose qui nous manque, c'est le verre alimentaire, le verre qu'on ramasse dans les épiceries, que la loi n'avait pas prévu. Mais je vous annonce, et je finis là-dessus, nous allons rencontrer le conseiller politique du ministre Charette le 21 novembre de cette année. Maintenant, je vais donner la parole à Micheline. Micheline, c'est une vieille comparse depuis presque un siècle. Donc, Gaston, ce fut un honneur et plus spécifiquement un très grand défi de répondre à ta demande d'écrire la préface de ton 4e livre et maintenant d'être invité à prendre la parole ce soir pour le lancement. C'est certain, j'avais lu les autres préfaces de tes livres précédents, rédigés par des auteurs de haut calibre et avec de grands, longs titres, on l'avoue. J'ai donc vécu un peu de panique et stress, mais pour moi, c'était non refusable. Pour moi, Gaston, tu es un Racinois de souche. Comment? Tu as les mêmes valeurs de volonté, d'entraide et de partage qu'aussi loin que je me souvienne, nous vivions, tu nous les as reflétées, toi. Oui, comme tu l'as écrit dans ton livre, tes voisins et les vieux du village qui jouaient aux cartes quotidiennement au magasin général t'ont vraiment accueilli, intégré et aidé. Mais toi, tu voulais vraiment faire partie intégrante de cette communauté. Toute ton attitude le dégageait. Tu voulais les connaître, travailler, les aider, vivre avec eux. Même comme ancien curé, tu ne voulais pas les convertir. Non. Ou encore les changer. Non. Tu voulais faire partie d'eux, être un des leurs, être un Racinois, tout simplement.
J'ai fait partie de tes nombreux comités et activités. Et toujours d'ailleurs, on est encore dans des comités ensemble, je tiens à en souligner un qui me fait sens plus spécialement, la coopérative de développement. Pourquoi? C'est la rencontre, la concertation, l'échange, l'entraide et avec la volonté toute simple d'améliorer le mieux-être de la collectivité. Gaston, merci. Quelle belle initiative que la coopérative de développement. Merci pour cette création, pour cette énergie communautaire. Riche de tes expériences et entouré de plus ou moins 10 représentants d'organismes locaux, donc d'environ une centaine de personnes dans nos têtes. Ces personnes axées sur le développement durable dans le présent et vers l'avenir s'engagent, discutent et tentent de répondre aux besoins, de soulever des idées, des projets pour le meilleur et, comme tu le dis souvent, avec la bonne et ferme volonté de réussir. Source et moteur, grâce à toi, Gaston, le rêveur, le visionnaire, ton implication démesurée et ta grande force de rassembleur, de tricoteur de ses rêves, et même avec les plus timides isolés, de grands projets ont éclos et vivent encore. C'est un peu l'histoire de Racine qui se raconte dans ce livre. Cher Gaston, merci, et comme écrit dans la préface, j'espère que ces valeurs d'entraide vécues avec tant d'intensité vont se perpétuer et que le cocooning collectif, comme tu l'écris, va revenir, car triste constat, il s'effrite. Une autre de tes grandes forces à souligner, je ne peux pas m'en empêcher, et qui me fait bien sourire parfois, tes lunettes roses. Un peu comme un vrai vieux pêcheur ou un enfant émerveillé et content, parfois tu as un peu tendance, pas mal, à exagérer tes prises. À dire, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de ça. Eh bien, tant mieux pour nous. Ça crée un enthousiasme contagieux. Merci et bravo Gaston et belle continuité de la part de ton bassin sociologique. Vous lirez mon livre, je pense qu'il est important que les gens de Racine devraient lire ça. On est sorti d'un monde d'entraide, puis on est en train on entre dans un autre monde où toutes les tâches sont contrôlées par les corporations. Donc, il faut un peu rendre l'entraide accessible. Puis les vieux, là, ils sont pas juste formés sur les normes. Ils sont formés, ils ont des savoir-faire. On s'est pas embarqué dans des batailles perdantes. On a toujours embarqué, puis on a toujours réussi parce qu'on travaillait ensemble. C'est parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Puis, elle s'appelle Mariette. Un support monumental. Alors, je voudrais la remercier, puis c'est probablement ce qui me meut le plus ce soir, que cette présence efficace, chaleureuse, attentive, puis je la remercie plus que ça. Puis en plus, je lui donne le dernier mot. Vous savez, Gaston, c'est tout le temps de réunir les personnes avec le savoir-faire pour réussir des projets qui répondent à des besoins. Puis ça, je trouve ça vraiment important. Comme Claude Dubois le disait, et si Dieu existe, parce que vous savez, pour Gaston, c'est un petit peu difficile, ben, je pense que, comme Gaston me dit tout le temps, il va bien savoir que j'ai fait de mon mieux. Ben, je vais vous donner un vieux proverbe africain. Je l'ai dit à Lionel cette semaine. Le premier homme qui est rentré au paradis, c'est celui qui a refusé d'y aller toute seule. Bonne fin de journée.
Oui, je remercie beaucoup Kathleen d'être là. Kathleen est présente à tous nos bons coups. Hein? On peut dire ça, qu'elle est présente à tous nos bons coups. Puis en plus, elle a le don de faire des entrevues exceptionnelles. C'est une de mes intervieweuses les préférées. Merci. 44 ans, est-ce que ça passe vite? C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est fou. J'ai 88 depuis, il me semble que j'ai pas commencé à vivre. Non, c'est vrai, mais je suis dans cet état-ci en sachant que je peux mourir n'importe quand, là. Mais c'est comme si ma santé me laisse libre de faire des projets comme si j'allais jusqu'à 120. C'est fou, je suis occupé. Je cours tout le temps. C'est passionnant, mais je me sens efficace. En plus, ça change les affaires.